L'intelligence, dès lors qu'elle s'affranchit des sentiers battus pour plonger dans les profondeurs de l'analyse, cesse d'être perçue comme un simple trait de caractère pour devenir un véritable stigmate social. Ce phénomène n'est pas un accident de parcours, mais le résultat d'une mécanique systémique où le groupe, par instinct de préservation, tente à éliminer ou à marginaliser tout élément qui ne vibre pas à la même fréquence que la masse. Pour comprendre l'ampleur de cet isolement, il faut décomposer les couches successives de cette confrontation entre l'esprit singulier et la structure collective. Tout commence par la perception du temps et de l'espace mental. Une personne dotée d'une pensée profonde ne traite pas l'information, elle la dissèque. Là où la majorité des individus se contentent d'une réponse fonctionnelle et immédiate à une situation donnée, l'esprit complexe voit des ramifications infinies. Chaque donnée est une porte ouverte sur une autre, chaque certitude est une hypothèse à vérifier. Ce fonctionnement, que la psychologie appelle souvent pensée arborescente, crée un décalage de rythme insupportable dans les interactions quotidiennes. Dans une conversation banale, le penseur profond a déjà anticipé les 3 prochaines étapes du raisonnement, détecté les failles logiques de son interlocuteur et relié le sujet à un concept philosophique ou scientifique abstrait. Ce saut cognitif est souvent interprété par les autres comme de l'arrogance, de la condescendance ou une volonté délibérée de complexifier les choses. On lui reproche de trop réfléchir, comme si la réflexion était un robinet que l'on pouvait fermer pour se conformer au confort de la médiocrité ambiante. Ce décalage engendre ce qu'on peut appeler la solitude du traducteur. La personne intelligente passe une grande partie de sa vie à traduire ses pensées dans un langage simplifié pour être comprise, tout en sachant que l'essentiel de sa nuance se perd dans la traduction. C'est une forme d'épuisement cognitif invisible. À force de simplifier son discours pour ne pas effrayer ou lasser, le penseur finit par se sentir étranger à sa propre parole. Il observe le monde avec une lucidité qui ressemble à une malédiction. Il voit les structures derrière les apparences, les mensonges derrière les sourires de convenance et les cycles de l'histoire là où les autres ne voient que des événements isolés. Cette vision en rayons X rend la participation aux rituels sociaux classiques, les discussions de bureau, les small talks de soirée ou les débats de comptoir, non seulement ennuyeuse, mais psychologiquement douloureuse. Pourquoi cette profondeur fait-elle peur? Parce qu'elle agit comme un miroir déformant pour l'entourage. La présence d'un esprit libre et perçant renvoie violemment aux autres l'image de leur propre conformisme et de leur manque de curiosité. L'intelligence n'est pas menaçante par ce qu'elle possède, mais par ce qu'elle révèle chez l'autre. Elle souligne les zones d'ombre, les non-dits et les compromis moraux que la plupart des gens ont dû faire pour s'intégrer. En posant la question du pourquoi, là où tout le monde accepte le comment, le penseur profond brise le consensus de sécurité. La société est une construction fragile qui repose sur des fictions partagées. L'importance du statut social, la nécessité de certaines traditions, la validité des hiérarchies. Celui qui voit à travers ces fictions devient un danger pour la stabilité du groupe. Le rejet est alors une mesure de quarantaine. On isole le virus de la lucidité avant qu'il ne contamine le confort de l'aveuglement collectif. Cette peur se manifeste souvent par une agressivité passive ou active. On va chercher à pathologiser l'intelligence, à la ranger dans des cases comme l'inadaptation sociale, le trouble du spectre ou simplement la folie. C'est une manière commode de disqualifier la parole du penseur. Si ses idées sont le fruit d'un déséquilibre, alors on n'a plus besoin de les confronter ou de se remettre en question. Ce mécanisme de défense est particulièrement visible dans les structures hiérarchiques où l'intelligence dépasse celle du supérieur. L'individu brillant est alors perçu comme un rebelle potentiel, quelqu'un d'imprévisible, car il n'obéit pas aux incitations habituelles, comme la peur du blâme ou l'appât du gain matériel. Sa motivation est souvent interne, liée à une quête de vérité ou de cohérence, ce qui le rend insatiable pour un système basé sur la carotte et le bâton. L'aspect le plus tragique de cet isolement réside sans doute dans l'hyperlucidité émotionnelle. On imagine souvent le génie comme un être froid et calculateur, alors que la réalité est inverse. La profondeur de pensée s'accompagne presque toujours d'une profondeur de ressenti. C'est l'hyperesthésie, une sensibilité exacerbée au bruit, aux lumières, mais surtout aux dissonances humaines. Le penseur profond ressent l'hypocrisie comme une agression physique. Il perçoit la souffrance cachée derrière les masques sociaux et absorbe les tensions d'un groupe sans pouvoir s'en protéger. Cette éponge émotionnelle finit par saturer.
Pour survivre, la personne intelligente doit se retirer, ce qui renforce son image d'être hautain ou asocial. C'est un cercle vicieux. Plus on est sensible, plus on se protège, plus on est incompris, plus on s'isole. Le monde moderne, avec sa culture de l'immédiateté et de l'image, a exacerbé ce phénomène. Nous vivons dans l'ère de la surface, du clash et de la simplification à outrance. La profondeur est devenue suspecte, elle est vue comme une perte de temps, un luxe inutile ou une marque d'élitisme. La société préfère la certitude d'un ignorant bruyant à l'hésitation nuancée d'un sage. Le doute, qui est pourtant la marque de l'intelligence supérieure, est interprété comme de la faiblesse. Par conséquent, ceux qui voient la complexité des choses sont exclus des cercles de décision ou de la reconnaissance sociale au profit de profils plus linéaires et plus malléables. L'isolement est aussi nourri par l'impossibilité de partager ses émerveillements. Le penseur profond s'extasie devant une structure mathématique, une nuance sémantique dans un texte ancien ou la beauté d'un paradoxe métaphysique. Lorsqu'il tente de partager cette flamme, il se heurte à des regards vides ou à des moqueries. Cette solitude esthétique est peut-être la plus dure à porter, ne pas avoir de témoin pour la beauté que l'on perçoit dans la complexité du réel. On finit par garder ses trésors pour soi, cultivant un jardin intérieur immense, mais dont les portes restent closes pour peur du mépris. Le trop intelligent finit ainsi par vivre dans une citadelle de verre, voyant tout, comprenant tout, mais incapable de toucher les autres sans briser l'illusion dans laquelle ils vivent. Cette exclusion n'est pas seulement le fait des individus, elle est inscrite dans l'architecture même de nos systèmes d'éducation et de travail. L'école, par exemple, est conçue pour la moyenne. Elle récompense la mémorisation et la répétition, non la remise en question systémique. L'enfant trop intelligent y apprend très vite que sa curiosité naturelle dérange, qu'il pose trop de questions, qu'il sort du cadre. On lui apprend à éteindre sa lumière pour ne pas éblouir ses camarades ou ses professeurs. Cette éducation à l'effacement crée des adultes qui marchent courbés, qui s'excusent d'exister et qui finissent par croire que leur propre cerveau est leur pire ennemi. Il faut également évoquer la notion de vérité dérangeante. Les esprits profonds ont une fâcheuse tendance à dire ce que tout le monde sait, mais que personne ne veut nommer. Ils sont les fous du roi moderne, mais sans la protection de la cour. En pointant l'absurdité de certains comportements sociaux ou l'inefficacité de certains systèmes, ils deviennent des targets. La société préfère le confort d'un mensonge qui unit à la violence d'une vérité qui divise. Le penseur, lui, ne sait pas faire cette distinction. Pour lui, la vérité n'est pas une option, c'est une nécessité organique. Cette intégrité intellectuelle est souvent ce qui finit par le couper définitivement du reste du monde, car il refuse de participer à la comédie humaine, non par mépris, mais par incapacité biologique à mentir à sa propre conscience. Cette sensation d'être une anomalie dans un monde de certitude n'est pas une simple impression, c'est une réalité biologique et philosophique. Pour aller encore plus loin dans cette exploration, il faut comprendre que le cerveau des penseurs profonds ne se contente pas de traiter l'information plus vite, il la traite de manière plus dense. Là où une personne classique perçoit un objet ou une situation, le penseur perçoit l'histoire de cet objet, les forces physiques qui le maintiennent, les implications éthiques de sa présence et les futurs possibles qu'il engendre. Cette surcharge de sens est ce qui rend le dialogue avec la norme si complexe. C'est comme essayer de faire passer un flux de données haute définition à travers un vieux câble de téléphone. Le système sature et le message est rejeté car il est perçu comme un simple bruit parasite. Cette saturation explique pourquoi la société préfère le confort de l'ignorance. La vérité est exigeante, elle demande un effort de déconstruction que peu sont prêts à fournir. Pour la majorité, le bonheur réside dans la répétition de schémas connus. Quand vous arrivez avec une pensée nouvelle, une vision qui déstabilise les acquis, vous n'apportez pas une lumière, vous apportez une menace, vous devenez celui qui empêche de dormir en paix. C'est la raison pour laquelle le rejet est souvent proportionnel à la pertinence de votre analyse. Plus vous voyez juste, plus on cherchera à vous faire taire ou à vous ignorer. C'est un mécanisme de défense immunitaire sociale. Le corps social rejette l'idée étrangère pour ne pas avoir à changer de forme. Pour l'esprit profond, cela crée une blessure existentielle que l'on appelle la solitude ontologique. C'est la sensation que même au milieu d'une foule, même entouré d'amis ou de famille, il manque une connexion au niveau de l'essence.
On se sent comme un anthropologue observant une tribu étrangère. On comprend leurs codes, on peut même les imiter pour survivre, le fameux masque social, mais on sait que l'on n'appartient pas au même monde. Cette sensation d'exil intérieur est ce qui pousse beaucoup de gens intelligents vers la mélancolie ou le cynisme. Ils finissent par croire que leur lucidité est une barrière infranchissable entre eux et le reste de l'humanité. Mais c'est précisément ici que se joue la bascule vers la souveraineté. La véritable force commence quand on cesse de chercher à être compris. Il y a une libération immense à accepter que 90% des gens ne verront jamais ce que vous voyez. Au lieu de s'en désoler, on peut transformer cela en un avantage stratégique. Le penseur souverain devient un observateur silencieux, un voyageur de l'ombre qui n'a plus besoin de l'approbation du groupe pour agir. Il ne s'agit pas de mépris, mais de réalisme. En acceptant cette distance, on récupère une énergie colossale qui était auparavant gaspillée dans la quête désespérée d'une validation qui ne viendra jamais. Il faut aussi aborder la question du langage. Les mots sont souvent trop étroits pour les esprits vastes. Une personne intelligente se sent souvent piégée par les concepts préexistants. Elle doit inventer sa propre grammaire, ses propres métaphores pour exprimer la complexité de son monde intérieur. Cet effort de création est épuisant, mais c'est la seule voie vers l'authenticité. Ceux qui rejettent votre façon de parler ne rejettent pas seulement vos idées, ils rejettent votre droit de définir votre propre réalité. En restant fidèle à votre profondeur, vous affirmez votre droit d'exister en dehors des définitions imposées par la masse. La peur que la société éprouve face à vous est aussi une peur de la liberté. Voir quelqu'un qui n'est pas esclave des préjugés, qui ne se laisse pas dicter sa conduite par la peur du jugement, est terrifiant pour ceux qui ont passé leur vie à se conformer. Votre simple existence est une preuve que d'autres chemins sont possibles, et cela, beaucoup ne peuvent pas le supporter. Ils préfèrent vous voir comme fou ou isolé plutôt que de reconnaître que vous êtes libre. Car si vous êtes libre, alors leur propre soumission devient un choix, et c'est une pensée insupportable. L'isolement devient alors une forme de dévotion. C'est le prix à payer pour garder son esprit intact, pour ne pas laisser la pollution mentale du conformisme obscurcir sa vision. Le penseur profond apprend à chérir ces moments de solitude, non comme des vides, mais comme des pleins. C'est là qu'il se recharge, qu'il dialogue avec les grands esprits du passé, qu'il construit les ponts vers le futur. Cette solitude est le laboratoire de l'âme, l'endroit où les vérités les plus pures sont distillées à l'abri du bruit du monde. L'intelligence, lorsqu'elle dépasse une certaine norme statistique, cesse d'être perçue comme un simple avantage pour devenir une frontière invisible. Ce sentiment d'isolement n'est pas une vue de l'esprit, mais le résultat d'une dissonance profonde entre le fonctionnement de l'individu et les structures de la société. Pour comprendre pourquoi les personnes hautement lucides se sentent rejetées, il faut d'abord explorer la nature même de leur pensée. Là où la majorité des gens fonctionnent par une pensée linéaire, une étape après l'autre, une cause menant à une conséquence simple, le penseur profond fonctionne par arborescence. Une seule idée en déclenche des dizaines d'autres, créant un réseau de connexions complexes. Cette rapidité de processus crée un premier fossé, le décalage temporel. Le penseur profond arrive à la conclusion alors que son interlocuteur n'a pas encore fini d'exposer le problème. Ce qui devait être une compétence devient alors une source d'agacement. On accuse l'intelligent d'être impatient, arrogant ou de chercher la petite bête, alors qu'il est simplement victime de sa propre vitesse de processeur. Ce décalage est exacerbé par ce qu'on appelle l'effet miroir. L'intelligence agit often comme un révélateur. En posant les bonnes questions, en pointant du doigt les incohérences ou en proposant des solutions innovantes, la personne intelligente renvoie involontairement aux autres l'image de leurs propres limites, de leur paresse intellectuelle ou de leur peur. Le rejet devient alors un mécanisme de défense de l'ego. Pour ne pas avoir à se remettre en question, le groupe préfère marginaliser celui qui dérange. On préfère dire qu'il est bizarre ou trop compliqué, plutôt que d'admettre que sa vision est plus large. C'est ici que naît la peur de la profondeur. La société moderne est construite sur le confort de la certitude. Elle a besoin de citoyens prévisibles, qui acceptent des vérités prémâchées. Le penseur profond, par sa nature critique, est un élément perturbateur. Il interroge le pourquoi derrière chaque règle, chaque tradition, chaque comportement social. Cette quête de vérité est perçue comme une menace pour la cohésion sociale car elle brise le vernis des apparences. Il y a aussi une dimension sensorielle et émotionnelle que l'on oublie souvent, l'hypersensibilité.
Très souvent, une grande intelligence s'accompagne d'une réceptivité accrue aux stimuli extérieurs, les bruits, les lumières, mais surtout les émotions des autres et l'ambiance d'une pièce sont perçus avec une intensité dévastatrice. Pour ces personnes, le monde est trop fort. Le sentiment d'être incompris vient de là aussi. Comment expliquer à quelqu'un qui ne le vit pas que l'hypocrisie d'un sourire ou l'incohérence d'un discours provoque une douleur physique ? Ce trop-plein pousse à l'isolement protecteur. On s'isole non pas parce qu'on n'aime pas les autres, mais parce que le contact avec les autres est épuisant. C'est le paradoxe du penseur. Il aime l'humanité de manière abstraite et profonde, mais il a du mal avec les humains au quotidien. La société finit par valoriser une forme d'intelligence utilitaire, celle qui permet de remplir des tâches complexes, mais redoute l'intelligence existentielle. On veut bien des gens qui résolvent des équations, mais on craint ceux qui interrogent le sens du système. Cela force les esprits profonds à porter un masque, le faux self. Ils apprennent à simuler la banalité pour ne pas être exclus. Ils parlent de la pluie et du beau temps alors qu'ils ont soif de parler d'astrophysique, de philosophie ou de l'âme humaine. Cet mensonge permanent envers soi-même finit par créer une immense fatigue et un vide. La solitude devient alors la seule zone de vérité possible. On finit par préférer être seul qu'entouré de personnes avec qui on doit constamment s'auto-censurer. Le rejet n'est pas toujours subi, il devient parfois une stratégie de survie face à une superficialité qui semble agressive. Enfin, la peur qu'éprouve la société face à ces esprits vient de leur liberté intrinsèque. Un esprit qui pense par lui-même est difficile à manipuler. Il ne suit pas les modes, il ne succombe pas facilement au marketing émotionnel et il ne se laisse pas dicter sa conduite par la pression du groupe. Dans un monde qui cherche l'uniformité, cette autonomie est vue comme une rébellion. Le penseur trop lucide voit les ficelles de la marionnette et cela dérange ceux qui préfèrent croire que le spectacle est réel. C'est cette lucidité qui est punie par l'exclusion. On préfère le confort du mensonge partagé à la rudesse d'une vérité qui oblige à changer de perspective. L'intelligence, dès lors qu'elle s'affranchit des sentiers battus pour plonger dans les profondeurs de l'analyse, cesse d'être perçue comme un simple trait de caractère pour devenir un véritable stigmate social. Ce phénomène n'est pas un accident de parcours, mais le résultat d'une mécanique systémique où le groupe, par instinct de préservation, tend à éliminer ou à marginaliser tout élément qui ne vibre pas à la même fréquence que la masse. Pour comprendre l'ampleur de cet isolement, il faut décomposer les couches successives de cette confrontation entre l'esprit singulier et la structure collective. Tout commence par la perception du temps et de l'espace mental. Une personne dotée d'une pensée profonde ne traite pas l'information, elle la dissèque. Là où la majorité des individus se contentent d'une réponse fonctionnelle et immédiate à une situation donnée, l'esprit complexe voit des ramifications infinies. Chaque donnée est une porte ouverte sur une autre, chaque certitude est une hypothèse à vérifier. Ce fonctionnement, que la psychologie appelle souvent pensée arborescente, crée un décalage de rythme insupportable dans les interactions quotidiennes. Dans une conversation banale, le penseur profond a déjà anticipé les 3 prochaines étapes du raisonnement, détecté les failles logiques de son interlocuteur et relié le sujet à un concept philosophique ou scientifique abstrait. Ce saut cognitif est souvent interprété par les autres comme de l'arrogance, de la condescendance ou une volonté délibérée de complexifier les choses. On lui reproche de trop réfléchir, comme si la réflexion était un robinet que l'on pouvait fermer pour se conformer au confort de la médiocrité ambiante. Ce décalage engendre ce qu'on peut appeler la solitude du traducteur. La personne intelligente passe une grande partie de sa vie à traduire ses pensées dans un langage simplifié pour être comprise, tout en sachant que l'essentiel de sa nuance se perd dans la traduction. C'est une forme d'épuisement cognitif invisible. À force de simplifier son discours pour ne pas effrayer ou lasser, le penseur finit par se sentir étranger à sa propre parole. Il observe le monde avec une lucidité qui ressemble à une malédiction. Il voit les structures derrière les apparences, les mensonges derrière les sourires de convenance et les cycles de l'histoire là où les autres ne voient que des événements isolés. Cette vision en rayon X rend la participation aux rituels sociaux classiques, les discussions de bureau, les small talk de soirée, les débats de comptoir, non seulement ennuyeuse mais psychologiquement douloureuse.
Pourquoi cette profondeur fait-elle peur? Parce qu'elle agit comme un miroir déformant pour l'entourage. La présence d'un esprit libre et perçant renvoie violemment aux autres l'image de leur propre conformisme et de leur manque de curiosité. L'intelligence n'est pas menaçante par ce qu'elle possède, mais par ce qu'elle révèle chez l'autre. Elle souligne les zones d'ombre, les non-dits et les compromis moraux que la plupart des gens ont dû faire pour s'intégrer. En posant la question du pourquoi là où tout le monde accepte le comment, le penseur profond brise le consensus de sécurité. La société est une construction fragile qui repose sur des fictions partagées. L'importance du statut social, la nécessité de certaines traditions, la validité des hiérarchies. Celui qui voit à travers ces fictions devient un danger pour la stabilité du groupe. Le rejet est alors une mesure de quarantaine. On isole le virus de la lucidité avant qu'il ne contamine le confort de l'aveuglement collectif. Il faut ensuite plonger dans les racines anthropologiques de cette peur, car ce rejet n'est pas seulement un caprice de la modernité, il est ancré dans la structure même de notre survie en tant qu'espèce. Depuis l'aube de l'humanité, la cohésion du groupe a été le facteur de survie numéro 1. Dans la savane, un individu seul était un individu mort. Cette réalité biologique a gravé dans nos gènes un instinct grégaire extrêmement puissant. Le groupe doit rester soudé, prévisible et uni. L'individu qui pense trop, qui voit plus loin ou qui remet en question la direction prise par le clan représente une menace immédiate pour cette unité. La société a donc développé des systèmes d'alerte émotionnelle. Lorsque quelqu'un dérange par sa lucidité, nous ressentons une méfiance instinctive. Ce n'est pas une haine réfléchie, c'est une peur archaïque. L'intelligence est perçue comme un facteur de chaos potentiel. C'est pour cette raison que dans toutes les cultures, le sage est placé à la périphérie. On a besoin de sa vision, mais on craint son influence. Cette peur se manifeste souvent par une agressivité passive ou active. On va chercher à pathologiser l'intelligence, à la ranger dans des cases comme l'indadaptation sociale ou simplement la folie. C'est une manière commode de disqualifier la parole du penseur. Si ces idées sont le fruit d'un déséquilibre, alors on n'a plus besoin de les confronter. Ce mécanisme est particulièrement visible dans les structures hiérarchiques où l'intelligence dépasse celle du supérieur. L'individu brillant est perçu comme un rebelle potentiel car il n'obéit pas aux incitations habituelles comme la peur du blâme ou l'appât du gain matériel. Sa motivation est interne, liée à une quête de cohérence, ce qui le rend insaisissable. L'aspect le plus tragique réside dans l'hyperlucidité émotionnelle. On imagine souvent le génie comme un être froid, alors que la réalité est inverse. La profondeur de pensée s'accompagne d'une profondeur de ressenti. C'est l'hyperesthésie, une sensibilité exacerbée aux dissonances humaines. Le penseur profond ressent l'hypocrisie comme une agression physique. Il perçoit la souffrance cachée derrière les masques et absorbe les tensions d'un groupe sans pouvoir s'en protéger. Cette éponge émotionnelle finit par saturer. Pour survivre, la personne intelligente doit se retirer, ce qui renforce son image d'être hautain. C'est un cercle vicieux. Plus on est sensible, plus on se protège. Plus on se protège, plus on est incompris. Le monde moderne, avec sa culture de l'immédiateté, a exacerbé ce phénomène. Nous vivons dans l'ère de la surface. La profondeur est devenue suspecte, vue comme une perte de temps ou une marque d'élitisme. La société préfère la certitude d'un ignorant bruyant à l'hésitation nuancée d'un sage. Le doute, pourtant marque de l'intelligence supérieure, est interprété comme de la faiblesse. Par conséquent, ceux qui voient la complexité sont exclus des cercles de décision au profit de profils plus linéaires et malléables. L'isolement est aussi nourri par l'impossibilité de partager ses émerveillements. Le penseur profond s'extasie devant une structure mathématique ou un paradoxe métaphysique. Quand il tente de partager cette flamme, il se heurte à des regards vides. On finit par garder ses trésors pour soi, cultivant un jardin intérieur immense dont les portes restent closes. Le trop intelligent finit par vivre dans une citadelle de verre, voyant tout, comprenant tout, mais incapable de toucher les autres sans briser l'illusion dans laquelle ils vivent. Cette exclusion est inscrite dans l'architecture de nos systèmes d'éducation. L'école récompense la mémorisation, non la remise en question. L'enfant trop intelligent y apprend que sa curiosité dérange. On lui apprend à éteindre sa lumière pour ne pas éblouir, sauf direction. Cette impossibilité de s'aligner sur le rythme commun s'étend aussi à la structure même du désir. Là où le système propose des récompenses tangibles, prestige, argent pour maintenir une productivité constante, l'esprit profond est souvent immunisé.
Sa motivation est intrinsèque. Cette autonomie effraie les structures de pouvoir. Un être que l'on ne peut ni acheter ni soumettre est ingouvernable. Ce détachement creuse un gouffre de solitude, car il prive l'individu du langage universel de la réussite. On le regarde avec méfiance, le traitant de marginal parce qu'il refuse de courir une course dont il voit l'issue absurde. Le rejet se manifeste aussi par une censure de la nuance. Dans une époque de polarisation, la pensée profonde est un anachronisme. Elle nécessite du temps et l'acceptation du paradoxe. La masse réclame des slogans. Celui qui arrive avec de la complexité est perçu comme un traiteur. Cette exigence de nuance est vécue comme une agression, une tentative de saboter l'élan collectif. L'esprit profond se retrouve exilé des débats, condamné à observer le triomphe des idées simplistes. C'est ici que s'installe la dynamique du sacrifice du bouc émissaire. Dans un groupe en crise, la personne intelligente devient la cible idéale. Sa capacité à identifier les causes réelles d'un problème en fait un miroir insupportable. Au lieu de traiter le problème, le groupe élimine celui qui l'a formulé. Cette expérience de la trahison transforme la recherche de vérité en activité clandestine. Le penseur apprend à cacher ses découvertes, à étouffer ses intuitions face à la répétition du rejet. Cette fatigue mène à l'ennui métaphysique de celui qui a trop vu. Tout devient prévisible. On se sent comme un spectateur qui a déjà vu le film 100 fois et doit rester dans la salle avec des gens qui s'enthousiasment pour des rebondissements téléphonés. Pourtant, cette condition porte les germes d'une souveraineté absolue. Une fois le rejet consommé, l'esprit profond accède à une liberté que peu de connaissent. La solitude devient un laboratoire. C'est dans ce retrait que naissent les plus grandes œuvres. L'exil devient le sol fertile d'une identité qui ne doit plus rien au regard de l'autre. Le penseur accepte d'être ce point de lumière solitaire qui ne se laisse pas absorber par l'obscurité du consensus. Pour transmuter cette solitude en puissance, il faut réaliser que le rejet est une validation de sa singularité. Libéré de la nécessité de plaire, l'esprit peut explorer des territoires interdits. C'est la marginalité fertile. Cette position périphérique permet de voir le système de l'extérieur. Le rejet devient un outil d'observation, le terreau de l'innovation. La solitude habitée devient alors une force, les idées deviennent des compagnons stimulants. Cette capacité à se suffire à soi-même rend l'individu invulnérable. On ne peut pas menacer d'ostracisme quelqu'un qui a déjà trouvé son centre de gravité. La protection psychologique devient vitale. Apprendre à doser sa lumière n'est pas une trahison, mais une préservation. Il est inutile de convaincre ceux qui ont besoin de leurs illusions. En définitive, le sentiment d'être à part n'est pas une anomalie, mais le prix d'une conscience élargie. La société continuera de craindre ceux qui réfléchissent trop, préférant le sommeil à la violence du réveil. Le rejet et l'incompréhension sont les barrières naturelles devant ceux qui franchissent les limites de la pensée conventionnelle. Mais pour celui qui accepte cette charge, la récompense est de vivre une vie en haute définition, d'éprouver la texture du réel et de ne jamais être l'esclave des illusions collectives. Si la profondeur fait fuir, c'est parce qu'elle invite à un voyage sans retour vers soi-même. Ce vide n'est pas une fin, c'est l'espace pour que la vérité puisse respirer. La solitude n'est plus une condamnation, mais le sanctuaire de la liberté d'être totalement soi-même. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle a résonné en vous, de la partager à ceux qui pourraient se sentir concernés par cette solitude mentale, et bien sûr, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations psychologiques. Donnez-nous votre avis en commentaire. Vous êtes-vous déjà senti rejeté pour votre façon de penser? Votre témoignage est précieux. Aussi, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur la chaîne, elles pourraient également vous convenir et vous aider dans votre cheminement personnel. Merci de nous avoir suivis. À bientôt!